Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler d'un livre, un livre road trip dans l'Ouest américain écrit par Manon et Lucas de la chaîne YouTube Manon et compagnie, que vous connaissez déjà certainement, que vous avez déjà vu auparavant sur la chaîne et puis sur nos autres réseaux sociaux. Donc il y a quelques jours, j'avais réalisé une espèce de petite interview pour savoir de quoi parlait leur livre et notamment sur le sujet de l'automobile aux États-Unis. Comment on loue une voiture si vous avez envie de faire un road trip, etc. Donc je vous propose qu'on aille découvrir tout de suite ce livre. Voilà, alors salut Manon et Lucas. Salut. Alors pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous les avez déjà rencontrés puisqu'on a fait pas mal de vidéos ensemble quand même. Pas mal. Je parle souvent d'eux, dès qu'on parle un peu de voitures américaines, ils sont cités. Lucas, vous l'avez vu il y a très longtemps au salon de l'auto de Marseille. Après, tu avais présenté ta Ford Focus. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ce livre, qui n'est pas n'importe quel livre, puisque c'est vous deux qui l'avez écrit. Voilà. Ouais. Et ouais. Ils ont l'air ravis. Alors, juste aujourd'hui, du coup, on va parler de ça. Alors, pourquoi je vous parle d'un livre qui est destiné plus pour les voyageurs à la base, road trip dans l'Ouest américain? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, road trip. Donc j'estime que sur la chaîne, RFLJ Auto Collection, vu que ça a sa place, parce que ça parle un petit peu d'automobile quand même. Alors bon, on pourrait en passer des heures à discuter autour de ce livre, mais aujourd'hui, bon, j'ai quelques questions pour vous qui concernent l'automobile. Plus précisément parce que les abonnés sont là pour ça. Eh oui, forcément. Ouais. Alors, du coup, pour commencer la discussion autour de ce livre, déjà, présentez-le globalement. De quoi il parle? C'est toi qui parle ou c'est moi? Je te laisse commencer. D'accord. Donc, du coup, ce livre est un livre de environ 222 pages qui concerne tout sur l'organisation d'un voyage dans l'Ouest américain. Donc, comme mon frère a dit, un road trip plus particulièrement, mais ça peut aussi s'adresser à tous les gens qui veulent voyager aux États-Unis. Donc l'idée de ce livre, c'est de remplacer entre guillemets une agence de voyage, puisqu'on vous fournit tous les conseils et tout ce que vous avez besoin pour organiser étape par étape votre voyage vous-même. Donc ça passe par l'établissement d'un budget, je sais pas si ça se dit l'établissement. Oui, la préparation d'un budget, l'élaboration d'un parcours, donc d'un trajet selon votre road trip, les différents types de véhicules que vous allez pouvoir emprunter dans l'Ouest américain pour pouvoir faire votre road trip, mais encore plein d'autres sujets comme le passage à l'immigration, l'échange des billets, des dollars, quoi d'autre, le code de la route américain, enfin voilà, il y a plein de choses dedans. Et donc si vous êtes un bagnolard ou un passionné d'autres véhicules qui a envie de réaliser un rêve, je pense que ce livre pourrait largement vous aider, je pense, pour organiser votre aventure. Alors du coup, le titre, bon, c'est l'Ouest américain, donc c'est uniquement consacré sur quoi? La Californie, un peu plus large? Non, alors en fait, ça pourrait s'adresser à tous les gens qui veulent aller aux États-Unis en général. C'est vrai qu'on a un petit peu plus ciblé Ouest américain parce que dedans, on va donner des exemples avec par exemple Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, mais tous ces conseils sont applicables pour tous les autres voyages. Voilà. Ouais, parce que globalement, bon, le code de la route, les règles, les questions, enfin tout ce qu'on va en parler dans ce livre, c'est général. C'est à peu près général. Alors, avant de parler un petit peu plus de ce qui se passe dans le livre ou globalement des questions, je voudrais juste vous poser une petite question personnelle et savoir, parce que vous avez fait plusieurs voyages tous les deux et vous avez loué plusieurs fois des voitures. Et juste comme ça, qu'est-ce que vous avez eu comme voiture en location du coup? Je te laisse répondre. Alors, la première fois qu'on a loué une voiture, c'était du coup le premier road trip qu'on a fait dans l'Ouest américain. Et c'était un Nissan Rogue. Bon, en France, il s'appelle le Nissan X-Trail. Donc c'était une version 5 places avec un grand coffre du coup. Donc c'était l'avantage, c'est pour ça qu'on avait voulu louer un SUV pour avoir les places pour les valises, etc. Le confort sur la route parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre au niveau de... Parce qu'on a fait pas mal de routes dans le sable, dans les canyons, etc. Donc c'était 4200 km, je tiens à préciser. En 2 semaines. Ensuite,
Ensuite, qu'est-ce qu'on a loué d'autre? On a loué une Toyota Prius. Non, avant ça, on a essayé de louer. Ouais. Le gros fail de l'année. Parce que vous le savez peut-être, sur la chaîne j'avais fait une vidéo, on est allé à New York tous les trois et j'avais fait une vidéo, je vous mets la fiche en haut, où je parlais un petit peu de ma vision globale de l'automobile à New York. Et on devait avoir un GMC Yukon, donc un gros SUV, c'est l'équivalent d'un Cadillac Escalade. Pour ceux qui connaissent, hein, l'Escalade est peut-être celui qui est le plus connu en Europe. Et on devait en avoir un. Bon, finalement, on a eu un gros fail au niveau de la compagnie qui louait le véhicule, donc on n'a pas pu le louer. La prochaine fois. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas pu encore rouler aux États-Unis, conduire une voiture. Ça ne saurait tarder. Oui. Donc, du coup, le Rogue, et ensuite vous avez eu 2 autres voitures, je crois. Ouais, après, on a refait un road trip du coup en Floride et en Louisiane, donc on a pu louer 2 voitures différentes. En Floride, on a loué une Toyota Prius. Donc ouais, c'était une super voiture, en plus elle était hybride, donc pour moi c'était ma première hybride que je conduisais, donc première expérience, et franchement niveau consommation c'était une voiture assez surprenante, et puis très agréable à conduire. Et après, donc la toute dernière voiture qu'on a conduite, donc c'était en Louisiane, c'était une Nissan Altima. Mais je sais pas si elle s'appelle comme ça, je crois qu'elle n'existe pas en Europe. elle n'existe pas en Europe, Ouais. c'est une Nissan qui est fabriquée seulement dans le Tennessee, je crois, et peut-être le Mississippi, je crois aussi, il y a 2 usines. C'est une Nissan qui est uniquement fabriquée aux États-Unis, donc c'est une berline tricorps, assez traditionnelle, mais là-bas on en trouve beaucoup. On trouve soit du SUV, soit de la berline en général. Donc Qui voilà. fait très président d'ailleurs. Elle était très sympa, ouais, c'était une version sport en plus. Elle est assez longue. Alors, ces voitures, c'est 3 voitures si vous voulez les voir sur la chaîne Manon et compagnie. Donc, le lien est dans la description. Vous pourrez retrouver les différents road trips. Donc, le Rogue, c'est un road trip Californie en 2019. Et ensuite, les 2 dernières, c'est le dernier road trip qui est présent sur la chaîne. C'est donc Floride pour la Prius et ensuite la Louisiane pour la Nissan. Donc, vous avez juste à naviguer un peu sur la chaîne et vous retrouvez un peu des images de ces autos. D'ailleurs, tu as parlé du kilométrage que vous avez fait le premier road trip. Est-ce que vous avez le deuxième road trip, le kilométrage? Alors, je crois que le deuxième, si je dis pas de bêtises, on a dû faire un truc comme 1500 km en Floride. Ça devait être dans ces eaux-là. Et Je vais noter. ouais, on l'a noté quelque part. Mais je me souviens, moi, il y avait 1500 km en Floride et on a dû refaire 800 ou 900 km en Louisiane à peu près. Ouais, donc vous êtes à peu près à 7000 km, pardon. Ouais, en gros, en tout aux États-Unis. Ouais. Quel est votre sentiment d'ailleurs de rouler là-bas? C'est différent de l'Europe ou... Ouais, carrément, ouais, ça n'a rien à voir. Ça a rien à C'est voir. bien plus confortable parce que les routes sont larges et le code de la route il est très simplifié par Beaucoup rapport à plus ce qu'on simple, peut avoir en ouais. France, notamment en ville, parce que dans les grandes villes là-bas on pourrait croire que c'est des grandes mégalopoles américaines donc on peut pas bien conduire dedans, mais en fait c'est hyper simple parce que justement il y a énormément de voies sur l'autoroute donc ça permet de fluidifier la circulation. Et au niveau des panneaux, des indications du code de la route, c'est tout simple. Donc moi je trouve que c'est bien plus facile et moins stressant qu'en France. Et bon, sachant qu'en plus ils ont des plus gros véhicules que nous en général, donc quand on loue une Prius, ça fait vraiment une petite voiture sur la route. Oui, et puis les routes, de toute façon, en général, en termes généraux, sont quand même un peu plus larges. Les places de parking sont Pareil, c'est là. pareil, assez larges par rapport à ici. Donc ouais, c'est plus confortable, franchement. Et puis la plupart des conducteurs qu'on a eu sur la route, enfin qu'on a côtoyé, les gens sont assez zen, contrairement à New York où ça avait l'air d'être très stressant. On n'a pas essayé New York du coup, mais ouais, les endroits qu'on a fait en road trip, en tout cas, c'était calme. Ouais. Et puis bon, bien sûr les paysages qui sont magnifiques tout autour, ça c'est un gros plus des États-Unis pour les fans de conduite. Et quel est le truc le plus marquant du code de la route qui diffère de l'Europe qui vous revient là en tête? Les ronds-points, il n'y en a pas. Enfin, ou alors c'est très rare, ça va être vraiment exceptionnel. Peut-être le Four Way Stop, là, en gros c'est un carrefour avec 4 stops et du coup il faut connaître la priorité parce que c'est pas comme en France où on s'arrête et il y a une autre priorité, là c'est les 4 voies qui arrivent au même endroit, donc à un croisement, et chaque personne doit repartir dans l'ordre d'arrivée. Donc ça c'est une partie qu'il faut un peu connaître. Et après au niveau des stationnements, il y a plein de couleurs différentes à connaître, donc ça on n'a pas non plus ça en France, donc c'est écrit tout ça dans le livre. On explique tout dans le livre et justement le détail il est assez complexe. Du coup, alors maintenant on va s'intéresser à des questions qui sont plus dans le livre.
Donc bon, vous avez loué des voitures et j'aimerais savoir si c'est différent de l'Europe ou si c'est assez traditionnel. On va genre chez Hertz ou Avis et on loue pardon, une voiture dans une agence. Et aussi au niveau tarifaire, est-ce que selon la grosseur du véhicule, est-ce que le prix augmente ou pas? Je réponds? Oui, vas-y, ouais. D'accord. Donc, alors j'ai jamais loué de véhicule en France. Ah si, une fois. Oui, Et en fait, c'est exactement pareil. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne qui se rend en agence pour louer une voiture, je pense. Tout le monde fait ça sur Internet. Donc là, c'est le cas pour les États-Unis. On réserve soit sur les sites des agences, donc ça peut être Hertz, Alamo, Sixt, Budget. Enterprise, il y en a plein d'autres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur des comparateurs. Donc le nôtre, c'est BSP Auto. Et là-dessus, généralement, c'est là qu'ils peuvent négocier des prix beaucoup moins chers. Donc vous pouvez accéder à des véhicules à prix cassé. Et c'est très fiable puisque c'est ce qu'on a utilisé pour la Floride et pour la Louisiane. Et on a eu les deux véhicules sans problème. Donc nous, c'est ce qu'on fait, voilà. Après, du coup, oui, il y a des différences de tarifs selon le gabarit de la voiture. Si vous prenez une compacte, ça va être bien moins cher que si vous prenez un gros SUV ou si vous prenez un monospace. Après, bon, il n'y a pas d'énorme différence non plus, c'est pas de l'ordre de 500 ou 600 euros, c'est genre de l'ordre de 100 euros, je pense, entre chaque catégorie. Et surtout, le critère qu'il faut faire attention, c'est au niveau de la taxe jeune conducteur, parce que si vous avez moins de 25 ans inclus, vous payez une surtaxe qui est quasiment, qui fait doubler le prix, quasiment. Je crois que c'est plus 30 ou 40%, je crois, du prix, ouais. Il faut faire vraiment attention et essayer de partir avec quelqu'un qui est un peu plus vieux que vous. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais... Et en termes d'expérience de permis, il ne faut pas 3 ans de permis minimum? Alors ça a changé. Dans le livre d'ailleurs, je ne sais pas si on en parle, je ne m'en souviens plus, mais maintenant les conditions ont changé. Maintenant, il faut avoir 1 an de permis pour la plupart des compagnies. J'ai encore regardé cet après-midi et oui, apparemment, sur beaucoup d'entreprises, il faut avoir 1 an de permis minimum. Et donc ça, les règles sont les mêmes que tu prennes une Fiat 500 ou un Chevrolet Suburban? C'est toujours pareil ou... Non, alors si tu prends par exemple une voiture sportive, alors je sais pas exactement les modèles, mais du style les cabriolets là, qui vont super vite. Mustang, ouais, par exemple. Mustang, il faut avoir, je crois que c'est pareil, 25 ans, tu peux pas louer sous 25 ans. 25 ans. Et parfois c'est même 30 ans, donc sous 30 ans tu peux pas louer certaines catégories de véhicules. Bien sûr, il y aura un surplus, c'est bien plus cher que des voitures classiques. Voilà. De toute façon, en fait, quand on se renseigne sur les sites directement des loueurs, parce que chaque loueur a aussi ses critères, et donc va bloquer, en fait, parce que vous allez rentrer votre âge dans un premier temps quand vous recherchez une voiture, et elle va bloquer certaines catégories, elle va vous dire de toute façon, celle-là, vous ne pouvez pas y accéder. Donc ça se fait simplement comme ça, de toute façon. Alors maintenant, après que vous ayez loué une voiture, il faut bien mettre du carburant dedans pour rouler avec. Ah oui, c'est mieux. Alors, j'aimerais savoir, question carburant. Déjà, est-ce qu'on a les mêmes carburants qu'ici, diesel, enfin gasoil, essence? Et au niveau prix et aussi au niveau de la fréquence des stations, est-ce que c'est simple de trouver une station-service ou pas? Et voilà, au niveau du prix, combien c'est par rapport à l'Europe? Alors, du coup, des stations déjà, oui, il y en a de partout. Franchement, t'en trouves énormément. Il y a uniquement un endroit, enfin en tout cas de ce qu'on a fait et de ce qu'on a expérimenté, c'est dans la vallée de la mort. Dans la vallée de la mort, en plus, tu as des panneaux en fait quand tu arrives et qui te disent attention, il n'y a plus de station essence avant, je crois, 400 ou 500 miles, un truc comme ça. Donc il faut vraiment prévoir d'avoir fait le plein juste avant. Mais pas que dans la Death Valley, dans les déserts en général. Si tu dans sors de la Californie, tu te retrouves dans des déserts, là ça va être plus compliqué de trouver des stations essence. Donc vraiment c'est pour ça que j'ai dit dans ce qu'on a fait nous. Oui, t'as dit il y a un seul truc. Non, mais on en trouve quand même pas mal. Après, dans les villes, en tout cas les plus grandes villes et les coins les plus touristiques et les plus accessibles, on en trouve énormément. Il y en a à tous les coins de rue, il y en a beaucoup plus qu'en France, je trouve. Après, au niveau les parcs nationaux, pareil, je te coupe, mais dans les parcs nationaux, c'est pareil, t'as pas de station essence. Dans les parcs nationaux, non, mais bon, ils font pas. Bah, peut-être que si. Ouais. Il y a conflit là. Après, au niveau des types de carburant, on retrouve du coup du sans-plomb et du gasoil. Alors, le gasoil est un peu moins fréquent là-bas qu'ici. Parce que ils tournent tous à l'essence, parce que l'essence est moins chère que le gasoil, ce qui est logique, pour eux en tout cas, pour eux c'est logique. Donc toutes les voitures sont à l'essence en tout cas, principalement. Après
C'était quoi la suite des questions? Un peu de plan, en fait. Même moi je m'y perds, alors je regarde juste vite fait. Je pense qu'en fait tu as tout répondu. Voilà, parfait. Voilà, alors bon, maintenant j'aimerais savoir aussi, est-ce que la police est fréquente? Est-ce qu'il y a souvent des contrôles? Non. Ouais. Est-ce que je peux répondre? Ouais, vas-y. Du coup, la police, ils sont surtout présents dans les grandes villes, on va dire. Donc quand vous êtes sur des axes, par exemple en plein Nevada ou en plein Arizona, il y a très peu de chances que vous croisiez des patrouilles. À savoir que là-bas, aux États-Unis, sur les routes, il n'y a pas de radar. Donc c'est les contrôles de police qui vont vérifier si vous êtes à la bonne allure. Donc des fois, ils sont bien planqués quand même. Donc si vous êtes sur une longue ligne droite et que vous avez envie d'appuyer sur le champignon, faites attention quand même parce qu'il pourrait quand même être caché. Sinon, dans l'ensemble, moi je trouve qu'ils sont surtout présents dans les grandes villes, dans les endroits un peu... Ouais. Il y a la police d'État un petit peu, et puis dans les parcs nationaux, il y a aussi la police de parc en général. Mais... Et sachant que si vous avez un contrôle de police aux États-Unis, faut pas se la jouer un peu rigolo et tout. Caïd, ouais. C'est direct les mains sur le tableau de bord, et vous bougez plus, vous faites rien. Et ça, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre, parce qu'ils rigolent pas avec ça. Et voilà. Fin du truc. Est-ce que dans ton livre, tu parles de la différence entre les miles et les kilomètres et les gallons et le litrage? Parce que quand on met un plein, on met pas 50 litres, on met 50 gallons par exemple. Est-ce qu'on peut trouver facilement la conversion? On en parle, oui, on en parle. On en parle dans le livre, mais il n'y a pas de page. C'est vrai que tu me fais penser, il n'y a pas de page où genre on fait juste la traduction, c'est vrai. La conversion. Ouais, j'aurais dû faire le livre avec eux. Ouais, voilà. Non, on va rajouter une page. Hein. Et du coup, les limitations de vitesse, à combien on roule? Est-ce que vous arrivez à connaître la conversion en ville? À combien c'est limité? Alors ça dépend, parce qu'en fait, d'un état à l'autre, c'est différent. C'est un peu variable. On en parle un peu spécifiquement des limitations aussi. Ouais. Ça, il y a même une carte, on va essayer de leur retrouver la page. Donc dans le livre vous retrouverez une page spécifique où est-ce qu'on parle des limitations de vitesse maximale du coup selon les états. Donc globalement vous pouvez voir que en Californie c'est 70 miles per hour, donc c'est l'équivalent de 113 km/h précisément. Et après dans les autres états c'est entre 75 et 80 miles per hour, donc c'est un peu plus. Donc on va dire que globalement c'est moins de 135 km/h. Voilà. Je me recule parce qu'on voit pas trop. Merci madame. Alors globalement, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de ce livre. Donc déjà c'est un très beau livre. Il y a des belles illustrations, vous voyez, il y a des belles images et c'est très complet, c'est clair en plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc si vous voulez, en plus, voilà, c'est vraiment de A à Z hein, quand on fait un road trip. Donc voilà, je vous en fais pas voir plus. Vous avez juste à le retrouver. Donc ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, ce livre, vous pouvez le trouver donc sur Amazon. Vous tapez Road Trip dans l'Ouest américain, le guide pour organiser son voyage soi-même, et vous le trouverez. Et sinon, sur Etsy, vous pouvez aussi le trouver. On fait des petites dédicaces pour les fans. Voilà, on vous met les liens en barre d'infos. Voilà, dans la description, vous aurez le lien Amazon et le lien Etsy. Je sais pas si on a parlé de prix ou on peut le trouver. Ah, attendez, il est aussi disponible du coup au Cultura Mandelieu et Cultura Nîmes. Si jamais vous êtes du coin, vous pouvez aussi le feuilleter en magasin. Il est à 25,90 €. Sachant que là il y a un petit code promo spécialement pour vous en ce moment sur Etsy. Donc vous mettrez Jean, donc J-A-N comme janvier, J-A-N 2023. Ça vous donnera 15% jusqu'au 28 janvier pour la période des soldes. Voilà, bon bah c'est super, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, même si bien sûr qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais bon, on va pas non plus s'attarder, c'est mieux qu'ils le découvrent d'eux-mêmes. Donc je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment cool. C'est pas parce que c'est ma soeur et mon beau-frère, c'est vraiment parce que c'est super intéressant. Et c'est un beau guide. En plus, il y a déjà des abonnés à toi qui ont été aux États-Unis avec ce guide. Donc voilà, félicitations à vous déjà pour l'écriture de ce livre. Merci. Il me semble savoir qu'il y a un tome 2 qui devra arriver dans quelques mois. Alors on n'a pas de date encore précise, mais... Bon, on vous tiendra au courant, comme d'habitude, vous connaissez les réseaux sociaux RFLG Autocollection. Donc, si vous voulez suivre les aventures de Manon et compagnie, vous avez juste à aller dans la description, il y a la chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous parce que vous allez me retrouver dans les mois à venir. Je vais apparaître dans plusieurs vlogs. On va partir, ça je vous en dis pas plus pour l'instant, mais on va partir faire un petit voyage.
Donc, si vous voulez me revoir sur l'autre chaîne, bah, vous faites ça. Puis si vous voulez suivre un petit peu, voir tout ce que Manon et Lucas ont fait, bah, c'est super intéressant. Donc allez-y, je vous y invite. Je crois que tu as un Instagram aussi. Oui, Man on Donc the Road. voilà, Man on the Road. Donc tout ça c'est dans la description. Et puis RFLG de collection, il n'y a pas René avec nous ce soir, mais comme d'habitude d'ailleurs, coucou René. Non mais voilà, si vous voulez nous suivre, donc on est présent sur YouTube, sur Facebook, RFLG de collection, pareil sur Instagram. Et puis depuis peu, on est sur Snapchat et sur TikTok, donc RFLJ Autocollection. Voilà, le nom classique, vous avez juste à vous abonner à tout ça. Donc vous commentez, vous likez et vous partagez. C'est super important pour nous de vous abonner, etc. Ça améliore notre référencement et ça permet de faire grandir la chaîne, et en toute modestie. Parce qu'il y a des gens qui nous le reprochent des fois qu'on est trop des crevards à aller chercher des abonnés. Bon, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc voilà, vous nous abonnez, enfin vous abonnez, vous commentez tout ça. Et puis on est aussi sur Facebook, le groupe RFLJ Autoclub 04. Voilà. Et puis bientôt il y a des événements. On va faire un petit rasso courant mars. Donc si vous voulez vous tenir, être informé de tout ça, bah voilà, tout ce que je viens de vous dire pour vous abonner. Merci de nous avoir regardés. Merci à Manon et Lucas d'être venus sur la chaîne. Merci à toi. Bah, de rien, c'était un grand plaisir. Et puis, allez vite acheter ce livre avant qu'il y ait des ruptures de stock. Allez, salut les amis. Bisous, À bientôt.